Bonjour et bienvenue dans cette édition du journal sur CCTV français. Les manifestations continuent de secouer le monde musulman après l'exécution en Arabie Saoudite d'un dignitaire chiite condamné pour terrorisme. Le cheikh Nimr al-Nimr a été un partisan écouté du changement de régime en Arabie Saoudite. Le point en images. De Bagdad à Beyrouth, les manifestants ont défilé après l'exécution du cheikh chiite Nimr al-Nimr par l'Arabie Saoudite. Il a été condamné pour terrorisme, mais c'est pour son rôle d'opposant au régime sunnite de la famille royale des Al-Saoud qu'il était jugé. En Iran, où l'islam chiite est majoritaire, la mort de ce dignitaire a fait les grands titres et conduit au saccage de l'ambassade saoudienne à Téhéran. Les manifestants ont également renommé la rue adjacente du nom du cheikh, et le guide suprême iranien a condamné l'exécution. Ceux qui prennent des décisions les exécutent et les décideurs du gouvernement saoudien ne doivent pas douter du fait que ce sang va les troubler. Il va les harceler. En représailles, le ministère saoudien des Affaires étrangères a annoncé que son pays rompait ses relations diplomatiques avec l'Iran. À la lumière de ces faits, le royaume annonce la rupture de ses relations diplomatiques avec l'Iran et donne 48 heures aux membres de la représentation diplomatique iranienne pour quitter le pays. Le cheikh a été exécuté aux côtés des 46 autres condamnés, pour la plupart des sunnites accusés de terrorisme. Les forces de sécurité du royaume n'hésiteront jamais à poursuivre ceux qui commettent de tels actes terroristes ou adhèrent à ces groupes ou les soutiennent de quelque manière que ce soit. Mais l'exécution du cheikh al-Nimr menace de diviser plus encore la région à un moment où elle a besoin d'unités pour combattre Daesh en Syrie et en Irak. Pour couronner le tout, l'exécution est survenue le jour de la fin de la trêve entre l'Arabie Saoudite et les rebelles chiites qui ont chassé le gouvernement du Yémen. On va avoir un état de colère qui va bloquer les Arabes. Les gens vont bouger, sortir, dénoncer, manifester contre ce crime odieux. Et ce n'est que le début. On va voir d'autres formes d'escalade. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que la rupture des relations diplomatiques décidée par l'Arabie Saoudite ne peut pas étouffer l'erreur commise suite à l'exécution du dignitaire religieux chiite. Hossein Amir Abdollahian a rappelé que l'exécution de Nimr al-Nimr est une énorme erreur stratégique. Il a par ailleurs déclaré qu'aucun des diplomates saoudiens en Iran n'a été blessé malgré les manifestations de colère organisées dans le pays. Amir Abdollahian a également accusé l'Arabie Saoudite d'avoir mené récemment une série d'actions dangereuses contribuant à l'escalade des tensions et propices à la propagation du terrorisme et de l'extrémisme au Moyen-Orient. Il a enfin déclaré que la chute des prix du baril de pétrole suite aux décisions du gouvernement saoudien a fait du tort à l'ensemble des peuples de la région. Un terroriste armé d'une ceinture explosive a attaqué une base militaire située à 140 km au nord de la capitale irakienne, Bagdad. Au moins 15 gardes sont morts et 22 autres ont été blessés. L'attaque s'est déroulée au camp Specher, une ancienne base américaine située à l'extérieur de la ville de Tikrit, actuellement utilisée pour l'entraînement de la police irakienne. Le groupe État islamique a revendiqué l'attaque dans une déclaration postée sur Internet. En 2014, les terroristes du groupe État islamique avaient tué près de 1700 soldats originaires de cette base. Et l'opération de l'armée irakienne pour reconquérir la ville de Ramadi se poursuit. Un responsable irakien a déclaré que l'armée avait repris environ 85% de la capitale de la province d'Al-Anbar et que la résistance des membres de Daesh était futile. Actuellement, 200 à 250 combattants continuent de tenir plusieurs zones de la ville. Si l'on compare cela aux 4000 extrémistes mentionnés dans un rapport que nous avons reçu de l'armée américaine avant l'opération militaire, nous pensons que ce chiffre suggère que Daesh a subi un gros revers. Les frappes aériennes ont beaucoup joué dans cela. Vendredi, Daesh a lancé une attaque contre l'armée irakienne à une quarantaine de kilomètres au nord de Ramadi. L'armée a réussi à repousser l'assaut. Selon Sabah al-Nouman, elle a détruit 6 véhicules chargés d'explosifs et tué plusieurs terroristes, alors qu'aucun blessé ou mort n'a été signalé de son côté.
Toujours selon Al-Nouman, cet assaut est un nouvel échec de Daesh qui cherche à briser le siège du gouvernement. Plusieurs corps d'armée, dont les forces spéciales et les unités antiterroristes, avanceraient dans l'est de Ramadi et seraient prêts à faire face à toute nouvelle attaque des militants de Daesh. Les forces de sécurité indiennes ont pu reprendre le contrôle d'une base aérienne près de la frontière avec le Pakistan dimanche. Dans la soirée, leurs efforts ont seulement abouti un jour après qu'une attaque militante ait causé la mort de 7 militaires en blessant 20 d'autres. Les responsables ont annoncé que dimanche hier, 5 attaquants avaient été abattus et un était toujours recherché. Au moins 6 assaillants vêtus d'uniforme de l'armée indienne se sont infiltrés dans la base aérienne à Patangok samedi, selon les médias locaux qui citent des déclarations faites par des responsables. Ils ont échangé des tirs avec les forces de sécurité. 4 ont été tués le jour de l'attaque et un autre a été abattu dimanche qui a suivi le raid. Les forces de sécurité indiennes sont en train de passer au beigne fin la base à la recherche d'autres attaquants. Le Premier ministre du pays a salué la bravoure des forces armées lors de la fusillade de samedi, déclarant qu'ils ont stoppé l'attaque d'ennemis de l'humanité. Et selon les propos du ministre des Affaires étrangères du pays, l'Inde se battra contre le terrorisme. Les médias sud-coréens affirment que la République populaire démocratique de Corée se prépare à tester des armes thermonucléaires sur le site de Banjiari. L'agence de presse Yonhap indique que l'information provient du Centre sud-coréen de commandement de la défense chimique, biologique et radiologique. Selon ce dernier, la RBDC creuserait dans le site de Banjiari un tunnel qui pourrait potentiellement servir à des tests d'armes nucléaires. La RBDC a en 2006, 2009 et 2013 déjà mené des tests nucléaires dans ce site. Le président américain Barack Obama a fait de la lutte contre la violence par arme à feu sa principale résolution pour l'année 2016. Lors de son discours à l'occasion du Nouvel An, le président américain a déclaré qu'il s'agissait d'un travail crucial à terminer pour son administration. Alors qu'il entame le début de sa dernière année en tant que président, Barack Obama a exprimé des regrets pour le peu de progrès réalisés au cours des 7 dernières années pour remédier à l'épidémie des violences par arme à feu. Il a estimé que plus de 30 000 décès étaient dus à des armes à feu chaque année aux États-Unis et que pour plus de la moitié d'entre eux, il s'agissait de suicides. Mais étant donné la très faible possibilité de trouver un terrain d'entente avec le Congrès sur cette question, Barack Obama devrait avoir recours à ses pouvoirs exécutifs qui lui permettraient d'imposer certaines nouvelles mesures anti-armes. Le président américain rencontrera lundi le procureur général des États-Unis, Mme Loretta Lynch, afin de discuter des options envisageables pour réduire le nombre de morts et de blessés par arme à feu. À travers l'ensemble des États-Unis, les survivants des violences par armes ou ceux qui ont perdu un enfant, un parent, un époux ou une épouse à cause des armes sont obligés de commémorer de telles tragédies chaque jour. Et pourtant, le Congrès n'a toujours rien fait pour empêcher que ce qui leur est arrivé ne se produise pour d'autres familles. Il y a quelques mois de cela, j'ai demandé à mon équipe à la Maison-Blanche de réfléchir à quelles nouvelles actions je pouvais prendre pour aider à réduire la violence par arme à feu. Et lundi, je rencontrerai notre procureur général Loretta Lynch afin de discuter de nos options. Et on continue avec la Chine. Les candidats à la prochaine élection à Taïwan se sont affrontés lors de leur dernier débat télévisé. Eric Chu du Kuomintang, James Song du Parti du Peuple en premier et Tsai Ing-wen du Parti progressiste démocratique participaient samedi à un débat enflammé sur leurs politiques économiques et sociales respectives. Reportage. Le débat a commencé par des salutations, puis s'est déployé avec des arguments au tac au tac. Les candidats se sont opposés l'un à l'autre sur leurs projets politiques concernant un certain nombre de questions, dont les relations transdétroits, la restructuration économique, la sécurité alimentaire et la réforme des retraites. Eric Chu a dit qu'il mettrait en place des mesures pragmatiques afin de s'occuper du ralentissement économique. Il a aussi demandé à Tsai Ing-wen d'expliquer plus clairement sa politique économique, puis il a déclenché l'offensive en disant que les prochaines élections seraient un choix entre la stabilité et la témérité. Taïwan ne peut pas se permettre de choisir la mauvaise personne parce que cela mènera à des relations transdétroits instables. Il nous faut choisir la bonne personne, une personne qui travaille de bas en haut et qui a la volonté d'agir, une personne qui assume la responsabilité de ses politiques.
En réponse, la candidate du Parti progressiste démocratique Tsai Ing-wen a dessiné les contours de sa politique vis-à-vis de la partie continentale de la Chine lorsque son parti reviendra aux affaires. Elle a dit que le Parti progressiste démocratique accueillera les investissements depuis la partie continentale de la Chine, mais qu'elle comprend aussi l'importance de protéger les intérêts des entreprises taïwanaises. Dans le même temps, elle a réfuté les affirmations du Kuomintang selon lesquelles accroître le revenu de base va procurer de la croissance économique. Vous avez dit qu'accroître le revenu de base pourrait aider à stimuler l'économie. Mais si cela réussit, je parie que vous remporterez le prochain prix Nobel d'économie. Pendant ce temps, James Soong a adopté une attitude neutre dans le débat. Il a dit que le KMT et le DPP devraient cesser de se chamailler l'un avec l'autre. Laissons derrière nous l'inimitié passée et cessez de vous quereller l'un avec l'autre. Nous allons nous concentrer sur l'institution actuelle et essayer de regagner la confiance du peuple dans la politique démocratique. C'était le deuxième et dernier débat télévisé avant l'élection présidentielle du 16 janvier. Mais les trois candidats auront une autre occasion de s'affronter lorsqu'ils se rencontreront vendredi lors d'une autre réunion pour exposer leur politique. Les performances logistiques de la Chine se sont encore améliorées au mois de décembre dernier. La Fédération chinoise de la logistique et des achats revient sur les performances réalisées. L'indice de performance logistique a atteint le seuil des 55% en décembre, soit 0,8% de plus que le mois précédent. Cela marque ainsi le quatrième mois de hausse consécutive de la croissance du secteur, dont les performances avaient connu un plus bas au cours du mois d'août 2015. Les entreprises logistiques ont fait plus de profits au mois de décembre dernier. L'indice des profits est en hausse de 0,3% par rapport au mois précédent, où il avait atteint les 49,8%. Mais le seuil pivot des 50% n'a toujours pas été atteint. Les analystes rappellent que la faible demande en matières premières pèse encore sur les performances du secteur. Les performances logistiques de la Chine ont continué leur progression au mois de décembre dernier, ce qui signifie que l'ensemble de l'industrie reprend des couleurs et s'oriente désormais vers un avenir plus serein. Mais nous devons noter qu'avec le ralentissement économique global, visible notamment à travers la faible demande en matières premières, les entreprises du secteur logistique seront encore sous pression. Cependant, nous nous attendons à une croissance stable pour l'année 2016. Les habitants en Chine sont de plus en plus conscients de la pollution de l'air et du danger qu'elle représente, surtout pour le smog. Un citoyen ordinaire de Beijing l'a photographié tous les jours pendant 3 ans. Tous les matins, le premier geste de Zoe est de prendre une photo depuis sa fenêtre. C'est le cas depuis 3 ans. La compilation de ces clichés quotidiens forme aujourd'hui un calendrier photographique qui retrace la qualité de l'air de Beijing. Lorsque j'ai réuni les clichés du premier mois, j'ai été choqué. Et lorsque le deuxième mois s'y ajoutait, j'ai commencé à croire que cela pouvait devenir un projet significatif. La publication de son calendrier en ligne a attiré l'attention des internautes sur le problème de la pollution de l'air. Elle lui a valu beaucoup de commentaires de soutien. Il a depuis été contacté par des chercheurs qui considèrent que ces photos pourraient constituer des données intéressantes pour évaluer la qualité de l'air. Comme de nombreuses personnes, je me suis beaucoup plaint de la qualité de l'air. Mais dans un deuxième temps, je me suis demandé ce que je pouvais y faire. Le smog résulte de nos activités. Les individus y participent et ont trouvé un consensus à ce sujet. C'est là le sens de mes efforts. Zoe prépare à présent son calendrier pour 2015. Il a transformé son site web en une communauté d'enthousiastes du contrôle de la qualité de l'air. Il est aujourd'hui impliqué dans de nombreuses activités de protection environnementale. Et on termine en Chine. La musique du groupe Hangai possède une résonance unique en son genre, inspirée des chants traditionnels folkloriques de Mongolie intérieure et de mélodies plus à la mode, telles que la musique punk. Parmi les différentes inspirations du groupe, les musiciens citent Pink Floyd, Radiohead, Rage Against the Machine, mais également des groupes de rock chinois. Et mon collègue Yves Mouillet était parti à leur rencontre.
Hangai est un groupe de musique pop-punk formé à Pékin en 2004 qui chemine depuis plusieurs années dans le vaste empire des sonorités ancestrales de Mongolie intérieure. Ilichi, après avoir fait vibrer la scène musicale de la capitale chinoise avec son groupe précédent, a décidé de renouer avec les mélodies de son enfance. Le terme Hangai fait d'ailleurs référence à un paysage idéalisé de pâturage, de rivières, de montagnes, d'arbres et de ciel bleu. 做音乐嘛，大家都是很有个性的，所以有的时候会喝酒，然后吵架、打架，然后就是因为音乐或者是因为生活各种各样的事儿，始终大家还是在一起，就是坚持做这个事儿。巡演的时候，每天的地方都是新的、新鲜的，然后我也很享受这个旅程。一般都是巡演的时候，我都是最快乐。 Alors aujourd'hui, on a affaire à une équipe extrêmement cosmopolite. Là, vous allez voir cet individu-là avec des chaînes en argent et sa casquette. Et puis un toucher à la guitare qui a l'air, ma foi, Jimi Hendrix serait en pleine admiration, j'imagine. Là, vous allez voir dans quelques instants un homme qui est très très imposant par sa carrure. Il a un béret, lunettes de soleil. C'est un individu qui est chanteur de ce groupe, chanteur exceptionnel à la voix que vous allez pouvoir entendre tout à l'heure et l'admirer bien entendu. Certains membres du groupe ont redécouvert leur identité culturelle dans la Chine moderne. Ils sont allés jusqu'à réapprendre leur langue maternelle afin de l'incorporer dans leur répertoire. Le groupe chante un mode de vie sur le point de disparaître, un mode de vie qu'eux-mêmes n'ont jamais véritablement connu, ce qui prouve à quel point il est difficile de trouver ses origines et conserver la singularité de son identité. 我出生和长大的地方是图莫特左旗，就靠近呼和浩特。在整个内蒙来说，那个地方是这个蒙古族的文化、语言各方面流失最严重的。继续做蒙古风格的音乐，让更多的蒙古人理解这个民族存在的意义，还有让更多的人理解蒙古音乐。 Certains nostalgiques préfèrent avancer à reculons. Hangai retourne véritablement vers le futur, dans un monde où le vent fouette votre visage, où la musique est marquée par le rythme des sabots d'un pur sang lancé au galop, où une combinaison d'accords à la guitare peut suggérer son hennissement, un monde où le temps est figé. Fermez les yeux, laissez-vous transporter par cette mélodie contemporaine, cet élan universel dont l'histoire remonte à la nuit des temps. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.